Andrea Venter était une jeune femme de 25 ans se lançant dans la vie active. Malheureusement, en 2011, elle avait été forcée de changer de travail et d'adresse pour fuir un petit ami violent. Elle se croyait alors enfin en sécurité, mais c'était sans compter le sadisme et l'obsession de cet homme qui était prêt à tout pour la retrouver. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Andrea Venter, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais commencer cette vidéo par vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année 2025. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur et plein d'amour. On va commencer cette année avec une histoire, une histoire qui est assez triste comme d'habitude sur cette chaîne, j'ai envie de dire. Mais malgré tout, c'est une histoire qui me paraissait importante à raconter. On parle ici d'un féminicide et d'une chasse à l'homme qui a eu lieu dans le monde. C'est une histoire qui est aujourd'hui résolue. J'espère qu'elle vous intéressera. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram si vous en avez envie, si vous voulez voir un petit peu plus de ma vie au quotidien, si vous voulez qu'on discute. Vous êtes les bienvenus sur mon compte Instagram. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, eh bien, lançons-nous dans cette triste affaire. Andrea Venter est née le 25 mars 1985 dans la toute petite ville de Schweitzer Reniki en Afrique du Sud. Ses parents avaient déjà eu un enfant 10 ans auparavant, un garçon qu'ils avaient nommé Cobus. Mais malheureusement, après la naissance de ce premier garçon, ils avaient essayé encore et encore d'avoir un deuxième enfant sans jamais y arriver. Au final, après avoir subi 2 fausses couches, la mère d'Andrea avait décidé d'essayer autrement. Ses parents s'étaient alors par la suite tournés vers la fécondation in vitro. Alors, il faut se rappeler qu'on était en 1985. C'était une pratique beaucoup moins utilisée qu'aujourd'hui et d'ailleurs, Andrea a été l'un des premiers bébés à naître de cette façon en Afrique du Sud. En tout cas, avec ça, vous comprenez qu'Andrea a été un enfant très désiré et a alors grandi dans une famille aimante. Dès son plus jeune âge, Andrea a montré une personnalité assez extravertie et sociable. Elle était décrite par ses amis et sa famille comme une personne travailleuse, motivée et douce avec un sourire contagieux. Elle était également très proche de ses 2 parents ainsi que de son grand frère. C'était également une très grande passionnée de sport. Elle jouait au netball, au hockey et au tennis. Et elle était également une musicienne très talentueuse qui jouait du piano et de la guitare et qui faisait également de la danse. Au niveau scolaire, une fois qu'elle a été diplômée de son école secondaire, Andrea a quitté sa petite ville et est partie étudier à la Northwest University dans la ville de Potchefstroom. Là-bas, Andrea a étudié le commerce et la comptabilité. C'était un sujet qui l'intéressait beaucoup et d'ailleurs elle a excellé. Dès sa sortie, elle a d'ailleurs trouvé un travail dans un cabinet de comptabilité dans la ville de Rustenburg, une plus grande ville toujours en Afrique du Sud. En tout cas, Andrea était très heureuse d'avoir décroché cet emploi et surtout très heureuse de sa nouvelle vie dans cette grande ville. C'est d'ailleurs peu de temps après son emménagement qu'elle a fait la rencontre d'un homme du nom de Gerard Jensen van Vuren. Andrea a été immédiatement attirée par lui, même s'il avait tout de même 12 ans de plus qu'elle. L'attirance semblait être partagée et les deux s'étaient alors mis en couple assez rapidement. Pour vous parler un peu plus de Gerard, il a grandi dans la ville de Koster en Afrique du Sud et son enfance a été marquée par le divorce de ses parents alors qu'il n'avait que 2 ans. En fait, sa mère, Thea Pretorius, avait quitté son mari car il était violent, mais surtout parce qu'elle le soupçonnait d'abus sexuels sur son fils. Et dites-vous bien qu'à ce moment-là, Gerard avait moins de 2 ans, c'était encore un bébé. Pour vous dire à quel point il était violent, lors du divorce, son père avait d'ailleurs menacé sa mère de tuer tous leurs enfants si jamais elle allait au bout de la procédure de divorce. Heureusement, il ne l'a jamais fait et ils ont pu se séparer. Mais bon, même après le divorce de ses parents, Gerard avait continué de voir son père, qu'il avait d'ailleurs maltraité autant physiquement que psychologiquement. Il se faisait d'ailleurs tellement frapper que Gerard avait même confié à sa mère qu'il commençait à
apprécier la douleur. De plus, son père l'avait élevé dans la haine des femmes, tout en lui montrant dès son plus jeune âge des films à caractère pornographique assez violents. À cause de ça, Gérard a commencé une addiction à ces films. Par la suite, Gérard a encore dû vivre un épisode très traumatisant lorsque sa grande sœur de 19 ans a mis fin à ses jours. Malheureusement, ce ne sera pas non plus le dernier épisode de la sorte qu'il devra vivre, car en 2011, d'ailleurs au moment des faits de notre histoire, c'est son frère qui a lui-même mis fin à ses jours. Et d'ailleurs, il faut savoir que Gérard, au cours de sa vie, avait déjà fait une tentative, mais il avait échoué. Mais il faut savoir qu'au milieu de ce chaos, Gérard excellait à l'école. Il avait d'ailleurs rapidement développé un grand intérêt pour la technologie, c'est même là-dedans qu'il s'est dirigé pour ses études universitaires. Une fois adulte, il était décrit comme une personne généreuse qui trouvait sa joie dans le fait d'offrir des cadeaux aux personnes qu'il aimait. Mais c'est vrai qu'il restait tout de même un homme perturbé par ses traumatismes d'enfance et à cause de ça, Gérard avait développé des comportements obsessifs, possessifs et même violents. Mais à présent, revenons-en aux faits. Donc au début de leur relation, tout semblait aller assez bien pour Andrea et Gérard. Andrea avait l'impression qu'ils étaient follement amoureux l'un de l'autre, mais malheureusement, au fil des premiers mois, Gérard a commencé à montrer son vrai visage. Dans un premier temps, il a commencé à se montrer jaloux et il a tout doucement fait en sorte d'isoler Andrea de ses amis et puis de sa famille. D'ailleurs, ses proches l'ont très vite remarqué car avant ça, Andrea avait toujours été proche d'eux. D'ailleurs, lorsque ses parents lui avaient parlé à cette période-là de sa vie, ils avaient directement remarqué que leur fille avait changé. D'habitude, elle était joyeuse et pétillante, mais à présent, elle semblait calme et même timide. Ils diront d'ailleurs qu'elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. La réalité, c'est que Gérard se montrait maltraitant envers Andrea émotionnellement et physiquement, et chaque fois que ses parents essayaient d'intervenir, eh bien, il menaçait de les tuer. Le père d'Andrea, Dries Venter, se souvient d'ailleurs avoir été témoin d'une scène violente. Il avait vu Gérard et sa fille dans une voiture en train de se disputer. Et puis Gérard avait ouvert la portière de la voiture, il avait poussé Andrea en dehors sur le sol et lui avait ensuite jeté un ordinateur portable à la figure. Suite à cet événement, le père d'Andrea s'était rendu directement au commissariat pour déposer plainte, mais malheureusement, rien n'avait été fait à ce moment-là, ce qui l'avait fait se sentir extrêmement impuissant. Par la suite, peu de temps après ça, en 2011, alors qu'Andrea n'avait que 25 ans, elle a eu un déclic après une violente bagarre au cours de laquelle Gérard l'avait étranglée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. À ce moment-là, elle avait décidé de reprendre les choses en main et l'avait quitté. De plus, Andrea avait déposé une ordonnance restrictive contre lui car elle avait clairement peur qu'il revienne pour lui faire du mal. Et ce n'est pas tout, elle avait même cherché un nouvel emploi et avait déménagé à 2 heures de Rustenburg dans la ville de Johannesburg. D'ailleurs, même une fois qu'elle a été loin de Gérard, elle a continué à faire profil bas. Oui, il était censé pas pouvoir l'approcher aux yeux de la loi, mais elle avait quand même peur. Donc, pour veiller à ce qu'il ne la retrouve pas, elle n'avait communiqué sa nouvelle adresse à personne, mis à part ses parents évidemment. Mais voilà, Gérard, de son côté, n'était pas du tout prêt à tourner la page. Il a souvent dit qu'il n'en avait rien à faire de l'ordonnance restrictive et a également promis que si lui ne pouvait pas avoir Andrea, eh bien personne ne le pourrait. Alors évidemment, il ne savait pas où elle vivait à présent, ni où elle travaillait. Par contre, il a supposé qu'elle devait tout de même avoir repris un emploi au sein d'un cabinet comptable. Il a alors décidé d'appeler absolument tous les cabinets de la ville et des villes alentours et finalement, au bout du 34e appel, il a fini par retrouver Andrea. Lorsqu'il avait appelé, c'était Andrea elle-même qui avait décroché et lorsqu'elle avait compris qu'il s'agissait de son ex-petite amie, elle était totalement terrifiée. Elle dira même à ses proches que lorsqu'elle avait compris que c'était Gérard au téléphone, elle l'avait entendu dire « Maintenant, je sais où te trouver ». Et puis après ça, Gérard avait simplement raccroché. À partir de là, elle ne se sentait plus du tout en sécurité. Elle avait tout fait pour essayer de fuir Gérard, pour se protéger de lui. Et pourtant, il semblait n'en avoir rien à faire de la loi et surtout, il était assez fou et obsédé pour la retrouver par tous les moyens possibles. D'ailleurs, une fois que Gérard a su où elle travaillait,
Il y a été en voiture et il s'est ensuite caché près du bâtiment où elle travaillait dans sa voiture et il l'a attendue. Lorsqu'il l'a enfin vue sortir du travail, il l'avait alors suivie jusqu'à chez elle pour enfin connaître son adresse. À présent, il savait donc où la trouver à tout moment. Plongeons-nous alors dans la journée du lundi 2 mai 2011. Ce jour-là, Gerhard s'était rendu dans le complexe résidentiel où vivait Andrea dans la ville de Johannesburg. Il avait sonné à sa porte et lorsqu'elle avait finalement ouvert, il était entré de force et l'avait séquestrée dans son propre appartement et l'avait frappée à coups de poing américains pendant qu'elle l'implorait à l'aide. Malgré tout et entre les coups, Andrea a réussi à s'enfuir de son appartement et s'est enfui en direction du poste de garde du complexe d'appartements. Gerhard, de son côté, a tenté de la rattraper, il a couru après elle, il avait un couteau en main et ça s'est passé en plein jour. D'ailleurs, tout ça a été filmé par la caméra de surveillance située au poste de garde. Sur ces vidéos, on peut voir Andrea courir, crier à l'aide et puis se faire rattraper par Gerhard qui lui a alors donné de multiples coups de couteau. En tout, il faut savoir qu'Andrea avait reçu 14 coups de couteau, dont 12 dans son dos alors qu'elle tentait de s'échapper. Assez rapidement, lorsque le garde a compris ce qui était en train de se passer, il a quitté son poste pour aider Andrea, qui était à ce moment-là toujours vivante et en train de se faire poignarder. Malheureusement, le garde n'a pas réussi à arrêter Gerhard, qui a d'ailleurs tranché la gorge d'Andrea juste devant lui. Ce geste a donc mis fin à la vie d'Andrea. Après ça, Gerhard a retourné le couteau contre lui et s'est poignardé au cou. Il saignait donc assez abondamment et il s'est couché au sol comme pour espérer mourir à côté d'Andrea. Par contre, il a quand même fait un truc assez perturbant parce qu'au final, il s'est relevé, il a enlevé la ceinture qu'il avait placée plus tôt autour du cou d'Andrea et il l'a jetée un peu plus loin. Et une fois que ça a été fait, il s'est tout simplement recouché à côté du corps de son ex-petite amie. Il y avait quand même eu pas mal de témoins et évidemment les secours et la police sont rapidement arrivés. Malheureusement, Andrea était décédée avant leur arrivée et elle n'a pas pu être sauvée. Par contre, pour ce qui est de Gerhard, il a été emmené à l'hôpital et il s'en est sorti. Dès qu'il a été mieux, il a alors été placé en détention provisoire et a été accusé du meurtre de son ex-copine. Alors, on pourrait croire qu'avec tous les témoins et les images de vidéosurveillance, l'affaire aurait été très rapidement résolue. On aurait pu aussi imaginer que le procès serait arrivé très vite, que Gerhard aurait été reconnu coupable et qu'il aurait donc purgé une peine de prison à vie. Mais malheureusement, ce n'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées. Le procès a en fait mis beaucoup de temps à arriver et Gerhard est resté emprisonné un long moment. Il a d'ailleurs fait une demande de mise en liberté sous caution à 2 reprises qui lui ont été refusées, mais finalement, sa 3e demande a, elle, été acceptée par le juge. Suite à ça, le 3 décembre 2012, il a payé environ 15 000 rands sud-africains, soit environ 800 $ américains, et il a été autorisé à sortir de prison en attendant son procès. Le fait qu'il ait obtenu sa mise en liberté sous caution après tout ce qu'il a fait est réellement choquant. Déjà, la nature de son crime était extrêmement violente, mais il avait également montré qu'il ne respectait pas la loi, notamment en allant à l'encontre de l'ordonnance restrictive qu'Andrea avait contre lui. Évidemment, la famille d'Andrea a été dévastée par cette nouvelle, mais ils ont également eu peur pour leur propre vie et on peut le comprendre. En tout cas, après sa libération, Gerhard a emménagé chez sa mère et d'ailleurs, parlons-en. Sa maman a donné énormément d'interviews dans la presse pour raconter le passé triste et violent de son fils. Et évidemment, si on peut avoir de la peine pour le petit garçon qu'il était, ça n'excuse en rien ce qu'il a fait à Andrea. On peut effectivement comprendre d'où viennent certains comportements, mais ça n'excuse rien. Ça aide juste à comprendre et c'est tout. Par contre, c'était comme si à travers ces interviews, sa mère essayait de trouver des excuses au comportement de son fils. Elle le décrit même comme étant intelligent, gentil et éloquent, et elle dira souvent que s'il avait craqué, c'était uniquement à cause des traumatismes de son enfance. Après, sincèrement, je pense qu'on peut pas vraiment vouloir à sa mère d'essayer de trouver des excuses, de trouver des réponses dans tout ça. Sincèrement, je pense que personne
n'est préparé au fait que son enfant, sa sœur, sa mère ou n'importe qui qu'on aime se fasse assassiner, mais dans l'autre sens, je pense qu'on n'est pas prêt non plus à ce que quelqu'un qu'on aime fasse quelque chose d'aussi atroce. Donc oui, dans un sens, ça peut paraître dérangeant que sa maman se donne autant de mal, donne autant d'interviews pour essayer comme d'innocenter son fils dans un sens, mais encore une fois, je pense que je suis capable de le comprendre parce que c'est sa mère et parce qu'elle l'aime et parce qu'elle avait du mal à imaginer que son fils puisse faire ça. Par contre, ce qui va devenir ici un petit peu plus problématique, ce qui va être un petit peu plus dérangeant dans cette histoire, c'est que Gérald va parler à ses parents du fait qu'il avait envie de fuir le pays pour échapper à la justice et que ses parents ont décidé de le suivre, de l'aider et de leur apporter leur soutien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il faut savoir qu'au moment où Gérald a été libéré sous caution, il s'était fait un nouvel ami brésilien. Son ami lui avait alors longuement parlé du genre de vie qu'il pourrait mener au Brésil si seulement il changeait d'identité. Cet ami avait donc mis dans la tête de Gérald qu'en faisant ça, il échapperait à son procès et surtout à une peine de prison. Finalement, à peine 18 mois après sa sortie de prison, il a mis son plan à exécution et s'est enfoui au Brésil. Sa mère, Théa, l'a aidé à se procurer un faux passeport avec sa photo mais avec un nouveau nom et son père l'a conduit à l'aéroport où il a pris un vol pour le Brésil via Dubaï. Il est parti le 10 mai 2013 alors que son procès était programmé pour le 13 mai. Par contre, il faut savoir que dès le lendemain, Théa, la mère de Gérald, avait commencé à se sentir coupable pour ce qu'elle avait fait. Elle avait alors été voir les autorités locales et leur avait avoué qu'elle avait aidé son fils à s'enfuir. Par contre, il n'était pas encore arrivé au Brésil car le voyage mettait quand même un long moment et les enquêteurs avaient alors lancé un mandat d'arrêt par Interpol et donc lorsque Gérald était arrivé au Brésil, un policier dans l'aéroport avait reconnu son visage et l'avait arrêté pour usage de faux papiers. Suite à ça, l'Afrique du Sud a demandé à ce qu'il soit renvoyé sur le territoire puisqu'il était accusé de meurtre dans son pays. D'ailleurs, pendant ce temps-là, la famille d'Andrea n'attendait qu'une chose, c'est que le meurtrier de leur fille soit ramené et enfin jugé pour ce qu'il avait fait. Mais malheureusement, les choses ne se sont là encore pas passées comme prévu. Les autorités brésiliennes ont refusé de renvoyer Gérald en Afrique du Sud et il a alors été jugé au Brésil pour détention de faux papiers. Pour ça, il avait alors été condamné à 2 ans d'emprisonnement et comme la police brésilienne voulait qu'il purge sa peine sur place, elle a encore une fois refusé de l'extrader. Ça, c'était donc en 2013 et dès 2015, Gérald a alors pu sortir de prison. Mais là, tenez-vous bien parce que lorsqu'enfin il a pu sortir, le gouvernement brésilien n'a absolument pas prévenu le gouvernement d'Afrique du Sud. Ça veut donc dire que lorsque Gérald est ressorti de prison au Brésil, il était 100% libre. Ou en tout cas, à aucun moment il a eu l'intention de se rendre et à la place, il a tout simplement décidé de se créer une nouvelle vie au Brésil, dans la ville de Rio de Janeiro. Sur le côté, évidemment, Interpol continuait à essayer de le rechercher, mais c'était assez compliqué vu qu'on ne savait pas vraiment où il était, il avait changé d'identité, c'était dans un autre pays, il était quasiment intouchable. Du côté de la famille d'Andrea, son père, Dries Venter, n'a jamais renoncé à essayer de retrouver le meurtrier de sa fille. Il a même placardé des photos de Gérald sur les vitres de sa voiture au cas où quelqu'un reconnaîtrait son visage. Mais là, rendez-vous compte, il a mis des photos sur sa voiture qu'il prend tous les jours du meurtrier de sa fille. Déjà psychologiquement, tu rentres dans ta voiture, tu vois la personne qui t'a enlevé ta propre fille, mais il s'est fait violence parce qu'il espérait que quelqu'un puisse voir son visage et peut-être se rappeler l'avoir vu quelque part ou quoi que ce soit d'autre. Mais bon, malheureusement, cet effort n'a servi à rien. Gérald a alors vécu 5 ans au Brésil en tant qu'homme libre et puis finalement, en 2020, il a décidé de contacter sa mère via Facebook. Ils se sont ensuite appelés et Gérald va lui parler de sa toute nouvelle vie. Il va lui annoncer qu'il s'était marié avec une femme néerlandaise et qu'il avait maintenant une petite fille d'1 an. Par contre, je ne sais pas du tout si la femme de Gérald était au courant qu'il était recherché, au courant de ce qu'il avait fait. Peut-être qu'elle se doutait d'un truc, peut-être pas,
je ne sais pas vous dire. En tout cas, selon la mère de Gérard, il semblait heureux et confiant dans sa nouvelle vie et dans son rôle de mari et de père. Mais heureusement, cette fois-ci, elle a décidé d'agir convenablement et a alors prévenu la police de cet appel. Grâce aux données de l'appel téléphonique, les enquêteurs ont alors retrouvé l'adresse de Gérard et finalement, le 18 juin 2020, la police fédérale a enfoncé la porte d'entrée de la maison de Gérard à l'adresse qu'ils avaient trouvée, donc à Rio de Janeiro. Ils l'ont alors trouvé là, à l'intérieur de la maison, avec son bébé et sa femme. Et d'ailleurs, je pense réellement que cette scène a dû être extrêmement traumatisante pour sa femme, qui ne semblait se douter de rien. En tout cas, après ça, Gérard a été détenu pendant un court moment avant d'enfin être renvoyé en Afrique du Sud pour être finalement accusé du meurtre d'Andrea. Si ça a été un grand soulagement pour le papa d'Andrea, malheureusement sa mère n'était plus là pour voir ça. Elle était décédée peu après son 63e anniversaire. D'ailleurs, lors de l'audience préliminaire, le père d'Andrea a lu une lettre dans laquelle il disait que sa femme, la mère d'Andrea, était morte d'un cœur brisé. Je vais vous lire un extrait de cette lettre qu'il adressait donc directement à Gérard, le meurtrier de sa fille. « Merci beaucoup de nous honorer de votre présence. Merci beaucoup d'avoir fui. Vous vous êtes rendu un immense service en fuyant le pays. Le bras long de la justice vous a retrouvé. Vous savez ce que j'ai ressenti, maintenant vous le savez. Je n'ai aucune sympathie pour vous et vos parents. Ni vous, ni vos parents ne pouvez nous dédommager, ma femme et moi, pour le meurtre d'Andrea, notre enfant. Ma femme est morte à cause du chagrin que vous avez causé en tuant Andrea. En fait, vous êtes également responsable du meurtre de ma femme, ce qui signifie 2 meurtres. » Un peu plus loin dans la lettre, le père d'Andrea expliquera tout le traumatisme qu'a vécu la famille, notamment au moment où il avait dû, avec sa femme, identifier son corps. Il dira « C'était traumatisant. Son œil était fendu, son nez et sa mâchoire étaient également cassés. » Du côté de la défense, les avocats de Gérard ont affirmé qu'il n'avait aucun souvenir de l'incident, mais qu'il était plein de remords. Mais bon, on va pas se le cacher, ça paraissait quand même très faible comme défense. Et d'ailleurs, la mère de Gérard a fini par témoigner contre lui en disant que son fils n'avait en réalité jamais fait preuve d'aucun remords. D'ailleurs, elle confiera même qu'un peu avant le procès, lorsqu'elle avait été voir son fils en prison, il lui avait dit qu'une fois libre, il tuerait tous ceux qui étaient impliqués ou qui avaient contribué à la mettre derrière les barreaux, y compris elle. Bon, avec ça, on comprend à quel point il était un homme dangereux et Gérard Jensen Van Vuren a heureusement fini par être condamné à la prison à vie pour le meurtre d'Andrea Venter lors d'un massacre public et sanglant. Voilà, c'est comme ça que se termine cette triste affaire. Si vous vous demandez, je n'ai pas d'informations vis-à-vis de la femme et de l'enfant de Gérard. J'imagine qu'ils sont restés au Brésil et qu'ils ont dû être protégés par la justice. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous avez pensé de cette histoire. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!